Bonsoir, bonsoir à tous et nous sommes de nouveau au Centre culturel de Thoin avec notre invité Gaston Berthaud, nos chroniqueurs Fabien, Adrien, Véronique, Thierry, Jean-François, Zaza, Thomas, notre Virginie Svensson, Dominique et notre présentatrice Poppy. Alors Gaston, on va parler un petit peu de toi et de quand même cette vie particulière que tu mènes en tant que boulanger. Lorsque je t'ai rencontré pour préparer l'émission, tu m'as expliqué qu'une journée type, c'était se lever à 1h du matin, c'est ça? C'est bien ça, oui. Travailler dans l'atelier jusqu'à 11h midi? Oui, ça peut être jusque-là, oui. Ensuite, une petite sieste vers 13h30, de plus ou moins 2 heures la sieste? C'est ça, oui. Oh, aïe, aïe. Et puis le soir, il faut impérativement que Gaston aille de nouveau dormir vers 20h pour avoir suffisamment d'heures de sommeil. C'est ça. Donc je dors en 2 fois en réalité. Il dort en 2 fois. Oh là là là. Nous aussi, hein. Avec une bonne gaz, Oui, on dort en plus de activités fois que pendant ça. la nuit. Ça dépend des activités. Quand on fait une grosse sieste l'après-midi, on peut dire qu'on dort en 2 fois. Hein. Donc alors, pour la petite histoire, cette passion pour la boulangerie, elle a commencé dès ton enfance. Tu n'es absolument pas issu d'une famille de boulangers, mais bien d'une famille nombreuse dans laquelle, vers 10 ans, tu demandais déjà à ta maman pour pouvoir faire des tartes dans la cuisine familiale. Je me souviens de son pain trappeur au camp à Verdun. Très bon. À Verdun. Oui, tu vois, même au scout, j'étais déjà dedans. Alors, autre anecdote amusante, qui m'a fait beaucoup rire, c'est que l'actuelle boulangerie dans laquelle Gaston se trouve, il a vu qu'elle était à vendre et le jour même, il l'a achetée sans aller la visiter avant. Mais il voulait acheter l'église à côté. C'était pas compris dans le lot. Donc voilà, toi, tu achètes une maison sans la visiter. Explique un petit peu comment. C'est-à-dire que c'est vrai, je me suis présenté devant la maison. C'était une vente publique. C'était une vente publique et je suis remonté de la ville basse. J'ai été stoppé parce qu'à l'époque, la circulation était encore dans les deux sens. C'est à cause de la péniche. Et alors, forcément, tu regardes à droite, à gauche, et je suis tombé sur l'affiche qui était sur la maison. Et donc Tu es vraiment tombé sur l'affiche? Non, tu as vu. Pas vraiment, mais enfin, disons que j'ai vu qu'il y avait une affiche. Cette maison était, délabrée et délaissée depuis de nombreuses années. Qui se souvient de ce qu'il y avait avant la boulangerie? Un café, il y en a tellement à toi. C'était pas un club échangiste? Mais ça a été un café, mais bon, il y avait déjà eu un antiquaire qui avait entreposé des meubles. Et donc, en réalité, je me suis arrêté, j'ai vu l'affiche, j'ai pris la date, c'était le 20 décembre, j'ai bonne souvenance. Et puis, je suis rentré à la maison. Et c'était à peu près l'heure de midi. Et je dis à ma mère, la maison là, à côté de l'église, c'est à vendre. Et alors elle me dit, oui, mais c'est quand? C'est telle date. Elle me dit, c'est aujourd'hui. Donc, je n'ai eu qu'une chose à faire. Je ne suis pas passé à la banque, rien du tout. Je ne savais absolument pas où j'allais. Je suis allé à une vente publique et j'avais, je pense, 18-19 ans. Et je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et puis, j'ai acheté la maison simplement pour l'endroit. Mais je dois dire que quand je suis rentré dedans, j'ai été très, très surpris. Et surtout qu'il restait tous les enfants de cœur qu'on avait foutus à l'arrière de la sacristie. Ah mais non, tu peux y aller. Tu as une grosse surprise quand même en visitant la maison. C'est-à-dire que, je n'ai pas eu les clés tout de suite parce qu'il y a eu quelques petits problèmes. Le propriétaire voulait sortir une partie de la marchandise qui restait, je suppose. Donc, quand je suis entré, c'est des yeux écarquillés que j'ai fait parce qu'il y avait un bazar, mais quelque chose d'épouvantable. Il y avait des meubles, ils étaient collés presque tous un contre l'autre, mais il y avait au moins 30 cm de moisissure dessus, c'était vraiment épouvantable. Avec ça, vous avez fait le levain alors. Voilà, c'est ça. Oh, monsieur, voilà. Je comprends mieux. Et ma plus grosse surprise, c'est quand je suis descendu dans une petite cave qui est sous la maison à l'époque de la voisine, que je suis tombé sur un cercueil. Oh. Et ça, je dois dire que même, il n'y avait pas d'électricité, rien du tout, donc vous descendez dans une cave, il fait complètement noir, avec une petite lampe de poche, on tombe sur un cercueil, ça fait quand même un drôle d'effet.
Mais bon, le couvercle était entrouvert, j'ai glissé la lampe et il n'y avait personne. Donc tout allait bien. Des gens Par prévoyants. contre, Il restait qu'un chien avec un morceau de pain dans sa bouche. Par contre, c'est le plus cocasse de l'histoire, c'est que le cercueil, je ne l'ai pas évacué tout de suite. Parce que sortir un cercueil sur son trottoir, c'est assez cocasse quand même. Et donc, Tu l'as revendu en face? non, c'est un de mes beaux-frères qui en a fait une barque. Mais bon, soit ça. Et c'est véridique. Mais le plus rigolo de l'histoire, c'est quand j'ai entrepris les premières démarches, entre autres de faire mettre l'eau. Donc, j'ai fait appel au service des eaux et ils sont venus. Donc, la camionnette s'arrête devant la maison. Pas des eaux, hein, Et des puis, eaux. c'est ça, oui. Ils sont entrés et bon, moi naïf, je dis n'ayez pas peur. En arrivant dans la cave et tout en marchant, je dis ça. Et en arrivant dans la cave, je dis il y a un cercueil. Et quand je suis arrivé dans la cave, il n'y avait plus qu'un homme qui me suivait. L'autre était sorti. Et il n'a jamais voulu rentrer. Enfin voilà. Voilà, c'était quand même une anecdote qui valait la peine d'être racontée. Alors, impossible de parler de la boulangerie sans parler de la boulangère, qui malheureusement n'est pas là, mais elle va nous écouter sûrement après et on l'embrasse sûrement. bien fort. Ouais. Ça, c'est vraiment une passion commune quand même. Hein. De quoi, la boulangerie? La boulangerie. Il faut Ah, mais savoir. Poppy, on savait pas ça de toi quand même. Gaston va Il devoir faut- déménager. Alors, une petite anecdote quand même. Mais Patricia, elle en lâche plein au comptoir. Tout le monde a déjà été témoin de la... C'est ça l'odeur. C'est un commerce quand même. Mais par exemple, elle a un jour expliqué à un nouveau client qui demandait pourquoi on appelait le pain qu'il avait choisi un épeautre aplati, c'était ça? Non. Un froment. Un froment aplati. Pourquoi on l'appelait un froment aplati? Elle lui a répondu avec son aplomb habituel, c'est parce que quand il sort du four, je m'assieds dessus. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque ce nouveau client lui a ouvert sa porte quelques semaines plus tard, c'était le nouveau doyen. Tout à fait authentique. Mais alors, votre plus grand souvenir quand même à vous deux, c'est la visite royale de la boulangerie. Je ne sais pas si tout le monde a entendu cette histoire-là il y a quelques années. Le roi et la reine ont eu l'audace de venir à Thoin sans prévenir les autorités communales. Ni nous. Et ils se sont arrêtés devant une belle vitrine, une belle boulangerie, et voilà. C'est Alors, logique qu'il habite à la rue Sir Stevens, le roi. C'était pas le même. Mais... alors voilà quoi, une grande émotion, Oui. les jambes qui tremblent, non. Quand ils sont arrivés, d'abord, on ne s'attendait absolument pas à leur visite. Et c'était ça le... Il n'avait même pas appelé avant pour te prévenir. Ça. Non, mais en, C'est En le principe plus- de surprise. Hein. oui, mais en plus, je dois dire que, bon, je suis souvent en short. Lui aussi. Hiver aussi. comme été. Et donc, je ne sais plus, un vendredi après-midi, je pense. Et je devais aller scier du bois dans ma cave. Mais pour cercueil. aller... Pas le cercueil, parce que c'était en plexi, je ne sais pas quoi, là. Et soit, pour aller dans ma cave, il faut que je sorte de la maison et que je passe par la voûte. Et donc, je me présente à la porte du salon avec la scie en main. Et qu'est-ce que je vois sur la cour? Le roi. Et je dois dire que j'étais très étonné et je me suis retourné et je dis à Patricia, le roi est sur la cour. D'habitude, il est avec la cour. Alors, elle me dit, mais t'es malade. Mais j'étais tellement... On imagine très bien Patricia, J'étais troublé, parce que voilà, on ne s'y attend pas. Je me suis repenché, et puis je dis, la reine est là aussi. Et alors Les elle me dit, enfants, non attends, je m'en vais voir. S'il avait été au bras de Béatrice Monceau, on aurait quand même... Mais enfin, soit,
Donc c'était bien le roi et la reine qui étaient accompagnés d'amis et de gardes du corps. Mais à notre grand étonnement, bon, on a cru à un moment qu'ils allaient rentrer tout de suite, mais en réalité, ils ne sont pas entrés. On nous a demandé de ne pas sortir pour aller leur serrer la main, non pas leur scier la main. Et soit, donc ils sont passés devant le magasin, et donc du coup, je me suis dit, bon, ben, ça va, c'est pas la peine, je m'en vais scier du bois. Donc je suis descendu dans ma cave pour aller scier du bois. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir la réaction des gens. Quand le roi est donc monté, il y a des voitures qui se sont arrêtées, qui se sont mises en travers de la route. Les gens sont descendus de leur voiture, sont allés lui faire le baise-main. C'est assez surprenant de voir à quel point il y a encore des pratiques qu'on pense désuètes et qui sont toujours... Et personne n'est venu couper du bois avec toi. Non. Donc moi, je suis descendu couper du bois. Et puis, On va devoir rajouter une séquence pour la suite de l'histoire. À ma grande surprise, Patricia est venue m'appeler. « Gaston, le roi est dans le magasin, il faut que tu remontes. » Donc, je suis remonté. Et voilà, ça s'est très bien passé. Ça aussi, des choses assez surprenantes, c'est d'entendre la reine, par exemple, qui... On comprenait ce qu'elle racontait ou pas avec son accent? Tout à fait. Mais à l'époque, le roi avait été opéré et il était avec une canne. Et pour descendre dans le salon... C'était pas avec Fabiola? Oui. C'est comme ça qu'on appelle Ne Paola? déformez pas mes propos. Non, je pense juste à une ancienne définition que Thierry avait voulu faire passer au vrai jeu du dictionnaire. Et donc, en descendant les marches du salon, enfin, pour pouvoir accéder au salon par le magasin, on doit descendre un escalier. Et ce qui était le plus rigolo, c'est d'entendre la reine dire « Albert, remets tes lunettes !» Voilà, c'est assez surprenant parce qu'on a vécu pendant à peu près une heure... Un moment surréaliste. Ah, oui, tout à fait. Voilà, c'était l'histoire de Albert et Paola. Chez Gaston et Patricia. Et voilà, on raconterait ça des heures et des heures, mais nous sommes là pour des définitions dans cette deuxième partie, Dominique. Ah oui, redevenons quand même un peu sérieux. Pas très gentil. Est-ce qu'ils avaient repris de la tarte aux pommes pour le petit Lolo et tous les enfants pour le Palais Royal, non? Est-ce qu'ils ont pris de la tarte aux pommes? La tarte aux pommes pour Ils ont mangé Lolo, quoi, en fait? Fifi et... Non? Ils ont repris des choses, oui. Oh. Voilà. Ils ont repris des bûches. Secret national. Pardon? C'est un secret national. Voilà. Et surtout, ils ont Mais repris le cercueil. ils ont mangé de la prune d'Altesse, voilà. Ah. Alors, que signifie le mot vaccinifère? C'est un adjectif. Thomas. Vaccinifère. Alors, Sir Albert Howard, né en 1873-1947, est un agronome et botaniste anglais, considéré comme l'un des pères de l'agriculture biologique. Il mena une grande partie de sa carrière en Inde. C'est là qu'il découvrit une plante qui ressemblait à un petit arbuste et qui était fortement appréciée par les vaches indiennes. Il étudia la plante et lui donna le nom de vaccinifère du mot latin vacca, qui veut dire vache. Cette plante était très répandue en Inde car elle poussait très vite. Les vaches en raffolant, il tenta de la cultiver en Europe afin de pouvoir nourrir le bétail et les sœurs grises à moindre coût. Cependant, le climat européen ne permettant pas de cultiver cette plante, Sir Albert Howard effectua différents clonages sur cette même plante. Il n'arriva pas à pouvoir faire quelque chose qui vivait sur le sol européen. Il arrêta. Et c'est donc pour ça que cette plante, vous ne la trouverez qu'en Inde. Malheureusement, les sœurs grises, elles sont restées en Europe. Oh, merci Thomas. Enfin, Véronique peut-elle nous donner une autre définition? Mais tout à fait. Aujourd'hui, Pepus aurait eu 10 ans. Revenez un peu en arrière. Le 16 mai, Saint-Roch 2009. L'heure est grave. Le cheval de Thomas tombe rue Crombouli. Les mousquetaires perdent leur baume au cœur et pas un seul vétérinaire à l'horizon. Notre armée de paix, et rappelons que nous devons cette expression à notre cher bourgmestre, notre armée de paix se voit bien triste. Cette histoire a de quoi faire jacasser nos camarades des kermesses voisines. Ceci dit, pour nos amis bourquis, à Thoin, nous avons notre cheval, à Amsureur, ils ont leur coulée debout. Hier soir, ce n'est pas le cheval, mais bien la voiture de Thomas qui a eu un peu de mal
Au final, cheval et voiture ont subi le même sort. Pas de chance. Mais revenons-en à notre cheval. Donc finalement, le vétérinaire arriva. Fit les prélèvements et l'inoculation commença. Un cheval vaccinifère, ma chère Dominique, est donc le cheval qui fournit du vaccin par l'inoculation à d'autres têtes de mule. Merci Véronique. Thierry, que signifie le mot vaccinifère? Absolument pas. Comment ça, absolument pas? Vient de VAC, abréviation de vachier, et de nifère, comme dans somnifère, qui veut dire qui endort. Vaccinifère caractérise donc un discours politique. Quelques exemples. Eh ben voilà, c'est encore cette fois-ci qu'on va perdre le centre culturel. Merci pour le cassage de cou. Philippe Blanchard, le lundi de Saint-Roch, vous êtes une armée de paix. Une armée de paix. Je veux bien que certains avaient la tête dans le cul, mais il faut quand même pas exagérer. Paul Furlan, le même jour. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Waouh! L'année prochaine, des citations extraites de Colargol et de Martine Petite-Maman. Vincent Crampon, sur le bulletin de l'Académie, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Et sur Facebook, pas de politique sans culture. Je sens qu'on va le voir souvent au spectacle de l'an prochain. Il est d'ailleurs aujourd'hui dans la salle. Je peux dire ça, personne ne l'a jamais vu. Donc. Tant qu'on y est, j'ai vu sur Facebook qu'il cherchait pour son fils Logan d'1m80 un costume de Spider-Man. Alors, une dernière dans le soir, Denis Ducarme parle d'attitude droit de l'homiste, de la proposition de loi interdisant le port du voile intégral. Il rejoint d'ailleurs Béatrice Monceux qui écrit dans le trèfle « Mon étonnement vient du fait que jamais le voile n'avait été levé sous les décisions du collège. » Il parle aussi de sa proposition de loi instaurant des peines incompressibles. C'est tout juste s'il n'écrit pas une proposition de loi pour interdire les sociétés étrangères à Saint-Roch. Et il est tout vexé quand le grand guignolesque Modric Amen et son PP, pitoyable populiste, se revendiquent à la fois des électeurs du Front National et des électeurs de Denis Ducarme. « Oh ben ça, je m'y attendais pas, vilain Momo !» écrit Denis. Mais enfin, mon petit Denis, il faut pas confondre. Populaire et populiste, c'est proche, mais c'est pas la même chose. Grandis, mon petit Denis. Faut pas avoir peur du noir, il est pas méchant. Je sais pas, mais il pourrait penser à de grands projets, Denis, comme son papa. Daniel, avec un simple franc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est 2,5 cents, il a réussi à ramener les ruines de l'abbaye d'Aune dans la Grand-Rue. C'est pas formidable, ça? Oui, mais alors Thierry, c'est quoi vaccinifère? C'est un discours politique. Un discours politique. Et Thomas, j'ai pas bien suivi non plus. C'était quoi ton vaccinifère? C'était une plante. Une plante, c'est très bien. Alors Gaston, est-ce que c'est une plante, un cheval qui fournit l'inoculation ou un discours politique? C'est le cheval. C'est le cheval qui fournit, C'est le cheval. l'inoculation. Tout à fait, bravo Gaston. Alors maintenant, nous entamons une nouvelle rubrique, la correspondance paroissiale. Eh bien oui, ma petite Poppy, à force de faire la messe au Vieux-Toin le lundi de Saint-Roch, certaines personnes ont vraiment cru que j'étais curé. Pour rappel, je ne le suis pas, je n'ai jamais passé par l'évêché de Tournai, sauf pour aller dire bonjour à certains de mes copains. Bref, on a commencé à recevoir des courriers de la part du doyen qui, après 650 courriers adressés à mon nom, Père Chamois, Abbé Chamois, Curé Chamois, Frère Chamois, a décidé quand même de trouver une solution. Et il m'a dit, puisque de toute façon l'Église est en perdition, je te propose de répondre à certains courriers qu'on nous envoie. Et donc, j'ai décidé de vous faire partager certains courriers, justement, que l'on m'envoie. Ici, j'ai décidé d'en choisir 3, peut-être la prochaine fois, sauf si je suis excommunié. Évidemment, je pourrais encore en amener ici autour dans l'émission. Je commence par cette première lettre. Cher Abbé Chamois,
Je tiens à vous parler afin de soulager ma conscience. Je suis médecin généraliste en fin de carrière. J'ai accepté de recevoir uniquement les petites urgences pour dégrossir les salles d'attente des hôpitaux du coin. Je répare les doigts coupés, les arcades ouvertes, les petites brûlures, les ongles incarnés, les piqûres de guêpes. Et ça me fait chier. Désolé de vous parler comme ça, mon père, mais vraiment, ça me gonfle. Alors, j'ai créé une technique imparable pour pouvoir faire fuir ma clientèle. À l'entrée de mon cabinet, j'ai indiqué ceci. Si on ne vous répond pas au numéro 23, veuillez sonner au numéro 27. Arrivé au numéro 27, la personne découvre un écriteau lui indiquant de traverser la rue et de passer la barrière bleue. Arrivé à cet endroit, une autre affichette. Faites sonner la cloche, faites coin-coin 3 fois, puis passez devant la porte à l'arrière du bâtiment, à votre gauche. Là, alors que peut-être ma cliente ou mon client pisse le sang ou pleure de douleur, un panneau sur la poignée indique « Montez sur l'échelle et passez par la fenêtre du deuxième ». Arrivé dans la chambre, j'indique à la personne de descendre au rez-de-chaussée, de sortir de la maison et de traverser en face pour se retrouver au numéro 23 et bardap, c'est reparti pour un tour. Je suis diabolique, je suis machiavélique. Mon cher docteur, oui, vous êtes peut-être machiavélique, mais vous êtes enfin, comment dire, pour ne pas vous choquer. Alors, si je ne vous réponds pas à votre courrier, veuillez prendre le bus jusqu'à Marchienne, descendre à l'arrêt Van Gogh, passer la porte battante. J'aurai préparé pour vous des hosties roses, puis c'est cela, rose, et puis 2 pâtés, 2 avets. De toute façon, ça vous fera pas de tort, et surtout un gros dodo. Voilà, ça c'était ma première lettre, Poppy. Vous voyez merci, quand même Abbé. certains paroissiens sont en perdition. Mais une deuxième m'est arrivée également. On me l'a communiqué, évidemment. Cette deuxième lettre, elle disait ceci. Mon père, depuis 25 ans, je suis Madame Pipi à l'Escale. Et pour passer mon temps, j'envoie depuis tout ce temps des lettres baignées d'urine aux autres débits de boissons de la région. Veuillez prier pour moi. Ma chère, je vous pardonne évidemment, mais au risque de vous décevoir, il semble que vos lettres n'aient jamais été plus loin que les alentours de la gare du Nord. Et enfin, troisième lettre. Cher abbé, on m'a parlé que maintenant vos curés préparent les messes pour mieux les comprendre. Il semblerait qu'ils parlent tout doucement. Enfin, dans les hauteurs de Thoin, du côté d'Anderlu. C'est plus facile pour comprendre. Merci beaucoup. Mon cher monsieur, s'il me semble que vous parlez d'un de mes collègues, je tiens à vous dire aussi qu'il se trompe assez souvent de prénom afin de faire fonctionner votre mémoire et aussi votre attention. Voilà, Poppy, le courrier paroissial. Merci, Fabien. De rien, ma petite Poppy. Alors, on passe au mot suivant, Dominique. Quel est ce mot? Eh bien, c'est le mot crampillon, donc c'est cramp. Pillon, P comme papillon, mais crampe avant, Jean-François. C'est un nom masculin, ce n'est pas un nom propre. L'avantage quand on doit donner la bonne définition, mon Dieu, ça fait la deuxième fois, ça commence à bien faire, c'est qu'on ne doit pas se casser la nénette à en trouver une fausse. Nul besoin de se torturer les ménages afin de vous soumettre la substantifique moelle de mon intense cogitation. Je laisse cela à mes éminents coreligionnaires qui n'auront sans doute pas manqué de remarquer que le mot crampillon vient de... Voilà, exactement. Merci de suivre. Nul besoin donc de se torturer les méninges, je n'ai eu qu'à ouvrir le grand Robert pour apprendre qu'il s'agit d'un clou recourbé à 2 pointes parallèles, autrement dit, sans vouloir être à cheval sur les mots, un cavalier. Eh bien, merci Jean-François.
Zaza peut-elle nous donner une définition? Mais bien sûr, tu te trompes, Jean-François. Moi, je vais te dire ce que c'est qu'un crampillon. 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 Voilà, Comme papillon. Oui, c'est vrai. Mais voilà, j'étais Avec justement crampe en devant. train de décomposer le mot parce que j'aime ça. Et donc, dans crampillon, il y a crampon, crampé, cramponné. Et il y a le mot papillon. En fait, le crampillon, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un petit insecte avec des ailes comme les papillons. J'en ai ramené quelques espèces d'ailleurs de mes voyages en Amérique latine. C'est un insecte qui ressemble tout à fait à un papillon, mais qui a deux petits crampons devant sa bouche. Et il s'en sert pour se défendre. Alors, si vous vous faites piquer, mordre par un crampillon, c'est qu'il se sentait menacé et souvent il mord les personnes aux fesses. C'est la partie qu'il préfère. Alors il n'y a pas 36 000 choses. Quand on se fait mordre par un crampillon, d'abord ça picote, c'est pas désagréable et vous avez des énormes démangeaisons. Puis ça commence à rentrer dans la peau, ça commence à être atroce et vous avez des crampes horribles, vous pliez en deux de mal et vous vous retrouvez tout seul au milieu de l'Amazonie en train de souffrir le martyre. Il n'y a pas 36 000 solutions, soit vous attendez que ça passe pendant quelques jours, vous restez là couché au milieu des fougères parmi le monde sauvage, ou bien vous allez trouver le chaman qui vit dans l'Amérique profonde, chez les indigènes, et vous lui demandez de faire une petite potion magique. Et cette potion magique, il la prépare très très délicatement avec son sperme. Alors c'est à enduire tout de suite sur la plaie, ou sinon évidemment il y a des pustules qui se forment, etc. C'est peut-être un peu dégoûtant pour certains, mais c'est la seule manière d'en réchapper. J'ai eu beaucoup de chance, je ne suis pas passée par là. Mais surtout, si maintenant vous êtes intéressé par aller faire un petit tour en Amérique latine, en Amazonie, n'oubliez pas votre kit de survie et votre petite crème de sperme contre les morsures de crampillons. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Forum cet après-midi? Nous n'avons pas travaillé. Eh bien, merci Zaza, une véritable encyclopédie médicale ambulante. Adrien, qu'est-ce qu'un crampillon? Je vous ai déjà dit dans la précédente définition que le Belge a une certaine capacité d'autodérision, une capacité de rire de ses propres malheurs. En effet, de tous les peuples qui rigolent, les Belges sont les plus graves. Et c'est vrai qu'à Toin, il y en a beaucoup qui distillent de Biercé et de son entité. Distillerie, en voilà un endroit pour rire. C'est de la balle du mailleur, comme disent les jeunes. Et c'est là aussi que se réunissent les politicards pour décompresser. Oh, il faut avouer qu'ils sont beaux, nos pôles. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont souriants, aimants. Oh, c'est sûr qu'il est aimant, ce magnéto. On l'accrocherait bien sur son frigo. Mais avec la crise financière, il va le manquer d'euros dans la caisse, non? Dès lors, pourquoi ne pas taxer ces soirées? Qu'attend l'opposition pour le flanquer? Une égotaxe. Dès que des personnes font trop parler d'elles, hop, on taxe. On taxe les mannequins de pitre qui font les jojos qui se rendent à tous les enterrements. On taxe Monceux qui ne restera jamais que béat devant Furlan pour garder son siège échevinal. Et on taxe les deux pôles, mais on ne taxe pas trop quand même. On ne sait jamais qu'avec la crise et le réchauffement climatique, le pôle Nord fonde, et sans Furlan, Toin sera bientôt en liquidation. Et ça, même la péniche Notger n'emmènerait pas l'arche. Enfin, je vous laisse déjà, je vais trouver nos politiciens pour leur flanquer un crampillon. Un crampillon est donc cette égotaxe donnée aux politiciens qui font trop parler d'eux. Merci Adrien. Bravo, bravo. Alors, Gaston, est-ce qu'un crampillon est un clou recourbé, un petit insecte d'Amérique ou une égotaxe? Je voudrais faire un petit commentaire sur l'insecte d'Amérique. Je trouve que Zaza était toute retournée parce que quand elle a parlé d'une morsure sur les fesses, elle se grattait la main. J'ai pas très bien compris. Ouais, soit je ne pense pas que c'est elle qui a la bonne définition, mais c'est la première, le clou à... Eh bien, un sans faute pour Gaston, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Mais je vois que nous avons de nouveau des embarras de circulation, mais c'est maintenant Hervé Piquemans qui nous parle en direct du Gibex. Hervé, vous m'entendez? Gibex en direct, Poppy, encombrement, avenue de Ragny, Pierre de Jardin suspendu. On attend l'arrivée des pompiers.
Il est demandé aux habitants de la rue du Fausto de rester chez eux. Une grave maladie sévit. Prière à la potale durant ce week-end. Problème de connexion internet rue Crombouli. On attend l'arrivée d'un webmaster. Manifestation home, grève des aliénés. Le séjour des pensionnaires ne semble plus assez gai. Et enfin, déchets sur la voie publique. À la rue Longue, il est demandé aux habitants des remparts du Nord d'arrêter de lancer leur reste de nourriture aux habitants du rivage. Hervé Pickmans, 0800 65 40. Il est bien ce petit nouveau, hein, il est bien. On va le garder. On va le garder, oui. Alors, c'est déjà l'heure de la fin de notre deuxième partie et le moment tant attendu du livre à l'invité, Dominique. Et oui, et aujourd'hui, je vous ai concocté une... Bon, je crois que vous ne vous ennuierez pas pendant vos rares moments libres, Gaston. Voilà. C'est encore donc un petit cadeau. C'est un livre que je n'ai malheureusement pas eu le temps de parcourir. Donc celui-ci, je vous l'offre généreusement. Ça s'appelle « Pourquoi ai-je dit oui si vite ?» par Patricia de Flandre. Je lui en ferai pas. Merci beaucoup Dominique. Merci à tous pour cette belle petite émission. Merci Fabien, merci Adrien, merci Véronique, merci Thierry, merci Jean-François, j'y arrive pas, Jean-François. Merci Zaza et merci Thomas. Gaston, tu reviens encore à la prochaine émission, j'espère. Je ne sais pas. Merci Poppy, merci Dominique. Au revoir les amis.